RMC, After Angleterre. Thibaut Giangrande. Salut tout le monde, comment ça va? Soyez les bienvenus, c'est l'After en Angleterre, comme toutes les semaines. On est là bien sûr pour débattre de l'actu du foot anglais. C'est dispo partout en audio sur toutes les plateformes habituelles, en vidéo, vous le savez maintenant depuis quelques semaines, soit sur l'After Foot TV, peut-être que vous êtes connectés en train de nous regarder, ou sur YouTube, la chaîne de l'After, @after-foot, onglet playlist. Vous pouvez venir nous voir, commenter, liker cet épisode si ça vous plaît. Le taulier est là, notre drôle de dame anglaise Julien Laurence. Salut mon Juju. Salut mon Titi, salut à tous. Rémi Dumont, journaliste RMC Sport, est là comme quasiment toutes les semaines. Salut Rémi. Salut tout le monde. Et pour l'épisode du jour, on a l'un des supporters les plus tristes au monde probablement. Supporter de United, auditeur historique de l'After. Shaker est avec nous. Salut Shaker. Salut à tous, comment allez-vous? Bah nous ça va, mais est-ce que tu penses qu'il y a des plus tristes que toi ou pas là aujourd'hui? Comment tu te sens? Je pense qu'il y a plus triste que moi, oui, effectivement. Bon, ça va. Supporters de Leeds, ils n'ont pas une vie facile. Supporters de Liverpool en général, ils n'ont pas de chance dans leur vie parce qu'ils supportent Liverpool. Voilà. Ok. J'essaye de les tenser un peu, mais ouais. Voilà. Non, mais c'est bien. C'est même dans la détresse, t'arrives toujours à mettre des tacles à la gorge. Bravo Shaker. Jusqu'au bout. United aura fait souffrir ses supporters. Pas de Ligue Europa pour sauver la saison. Défaite contre Tottenham en finale. Parcours raté en Cup. En Coupe de la Ligue, 16e place en Première Ligue, et ça pourrait être pire dans quelques jours. L'arrivée de Ruben Amorim n'a rien changé. Analyse aujourd'hui de l'horrible saison de Manchester United et surtout, quel avenir pour les Red Devils. On en débat dans cet épisode. Et je voudrais qu'on commence, nous sommes jeudi, on enregistre cet épisode jeudi en fin d'après-midi. Julien, en direct d'Angleterre, que disent les Anglais concernant Manchester United? Est-ce que on trouve encore les mots pour qualifier le United du moment? On les trouve un petit peu, oui, c'est ce qu'on voit à l'écran là, c'est la saison en enfer, c'est la saison catastrophique, catastrophe. On a pensé un moment qu'après le limogeage de Ten Hag et l'arrivée de Ruben Amorim, les choses allaient s'améliorer, elles auraient dû s'améliorer normalement. On avait parfois vu un petit peu de mieux, on avait parlé d'ailleurs déjà avec chacun dans une de nos émissions. Et puis au final, ils sont retombés dans leurs travers, même ils les ont creusés encore plus, les travers, pour tomber encore bien plus bas que ce qu'on aurait pu penser au mois de novembre quand Amorim est arrivé, voire même au mois de janvier. Après la victoire contre City, après le bon match contre Liverpool, après ces petits hauts dans la saison, eh ben, ils sont retombés très, 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 très bas. Et aujourd'hui, on commence déjà à faire, ce jugement post-mortem un petit peu de cette équipe de United, qu'on voit là à l'image, qui hier était déconfite. Mais c'est normal, n'importe qui aurait perdu en finale d'une compétition aurait été déçu. Mais là, c'est vrai que tu as quand même atteint des niveaux de faiblesse assez incroyables. La finale en elle-même de Ligue Europa, on peut y passer 5 minutes et vraiment grand max, parce qu'on était vraiment en plus sur une finale horrible. Rémi, fallait s'accrocher quand même. Pour moi, fallait aimer le foot anglais. Pour moi, c'est à l'image de la saison des deux clubs. Ouais. Mais je trouve que ce qui personnifie encore plus cette défaite, c'est le but qu'encaisse Manchester United. C'est n'importe quoi. C'est à l'image de leur saison. C'est un contre son camp, mais en même temps, il y a rien qui va et tu te dis que c'est le calice jusqu'à la lie et que les Red Davis. Waouh, voilà, pas mal. Bien. Ils auraient pu la mettre dans l'équipe, c'est fort. Shaker, raconte-nous, toi, comment tu as vécu alors la saison, on va en parler dans un instant, mais déjà la finale, ce match contre Tottenham, j'imagine que tu te disais que ça aurait pu sauver ta saison, mais comment tu vis ce mauvais match et cette contre-perf? Je l'ai vraiment très mal vécu. D'un autre côté, je l'ai bien vécu parce que avec mes frères, on devait potentiellement aller à Bilbao, donc on s'était potentiellement préparé pour y aller, donc aller jusque Barcelone, etc. Et je me suis dit finalement, on a eu de la chance de ne pas aller jusque Bilbao pour voir cette purge et surtout cette énième contre-performance. J'ai assez mal vécu au final on va dire la deuxième mi-temps, parce que la première mi-temps, je trouve qu'on était un tout petit peu mieux que Tottenham et on avait peut-être une ou deux potentielles chances de marquer. À partir du moment où on a pris ce but, pour moi les espoirs étaient terminés. On a vu que les joueurs n'y croyaient même plus et puis on est tout de suite rentré dans les travers, la faiblesse psychologique, faiblesse technique de l'équipe. Après, on parlera un petit peu d'Amorim potentiellement, comment il a lui aussi mal géré sa finale. Mais voilà, donc c'est surtout le spectre de la saison qui vient en pleine tête et qui nous met face à la réalité et à la dure réalité de la saison. On avait cette petite soupape un petit peu avec l'Europa League où on se disait potentiellement on aura la Ligue des Champions l'année prochaine et aussi un budget pour souffrir moins cet été au final. Et écoutez, on n'a que ce qu'on mérite.
Julien, juste, et pour conclure sur cette finale, et la liée à Amorim, est-ce que lui rate particulièrement sa finale? Il y a Maguire avançante là en fin de match, c'est vrai que ça a fait beaucoup parler notamment, mais est-ce que tu te dis que lui a raté sa finale? Pour moi, elle est pour lui. Pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus. De l'équipe de départ où il a fait n'importe quoi, je trouve, avec Mason Mount qui ne doit jamais débuter. Un match pareil, c'est pas possible. Mason Mount, ça fait très longtemps qu'il est plus haut niveau. Il peut faire des bonnes entrées. On l'a vu d'ailleurs faire des bonnes entrées. Mais il n'a pas le niveau aujourd'hui pour jouer dans un match pareil. C'est pas possible. Et puis même en cours de match, c'était compliqué. Alors Maguire, numéro 9, on l'a vu contre Lyon. Quand on a fait le match en live dans l'after hier soir, je l'ai annoncé. J'ai dit à un moment, vous allez voir, dans 2 minutes, il va lui faire signe de monter. Et puis voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. Mais si c'est ça ton plan B, si tu n'as vraiment rien d'autre à offrir que ce qu'on a vu dans ce match-là, c'est-à-dire des centres pour personne. Parce que à part un petit peu en fin de match, un peu Maguire, un peu chaud. Mais sinon, c'était catastrophique. Il n'y a rien dans le jeu, quoi. Son système, il ne sert à rien. Il n'y a rien avec le ballon. Des gens voulaient nous faire croire que Casemiro était revenu à un niveau acceptable, mais pas du tout. Bruno, il est perdu dans une équipe en perdition aussi. Et puis, il n'y a rien qui marche, quoi. Hoyland, ça ne marche pas. Zerzi, ça ne marche pas. Il n'y a que Ahmad qui, parfois, a quelques petites étincelles. Et puis, surtout, Garnacho, qui, même lui, était dégoûté à la fin d'avoir joué que 20 minutes. Et à juste titre, en plus. Alors, justement, tiens, ouvrons le dossier Amorim. On a le temps. On ouvre cette page. Il est arrivé novembre dernier pour remplacer Ten Hag. Il a dit après ce match, après cette défaite, après cette finale, que s'il était un problème, en gros, il ne poserait pas de problème, qu'il partirait, si les supporters, les dirigeants voulaient qu'il parte, qu'il ne demanderait pas d'argent, etc. Quel bilan cette saison, Rémi, pour Ruben Amorim? 41 matchs, toutes compétitions confondues avec Manchester United, 16 victoires, 8 nuls, 17 défaites. 73 buts marqués, 70 encaissés, donc plus 3 à la différence. Quand même. Et puis c'est surtout le pire classement depuis de nombreuses années, depuis je crois 1962-1963. Et surtout la dernière victoire de Manchester United en Première Ligue. Parce qu'évidemment, en Coupe d'Europe, ils ont gagné récemment, sinon ils se seraient fait éliminer. Mais la dernière victoire en Première Ligue, ça remonte à Leicester, 3-0 à l'extérieur. C'était le 16 mars 2025. C'est n'importe quoi. Enfin, c'est pas digne d'un club comme Manchester United, ou de son standing en tout cas. Shaker, est-ce qu'il faut ouvrir le dossier, remettre en cause Ruben Amorim? Est-ce qu'il faut changer de coach encore à United cet été? Alors moi, je pense qu'on peut ouvrir le dossier sans forcément changer le coach. Okay. Il est arrivé en novembre, si je ne me trompe pas. Il est arrivé auréolé vraiment auréolé d'une vraie belle réputation. Et moi, ce que je dis tout simplement, c'est qu'il ne faut pas se laisser berner par la communication du jeune homme au final, parce qu'il c'est plus jeune que certains de son équipe. Il parle très bien, il communique très bien, mais ce qu'on voit sur le terrain, c'est pathétique, clairement. Donc, il a des circonstances atténuantes. Donc déjà, il a un groupe qui n'est pas formé pour son système. Il a un groupe qui n'est pas très sain mentalement non plus. Il a un groupe aussi qui n'est pas correctement conditionné. On n'a pas forcément de bons attaquants, les latéraux, etc. Donc voilà. Donc déjà, quand on fait juste une petite revue d'effectifs, je suis pas sûr que l'équipe soit vraiment très équilibrée. Par contre, avec des joueurs de niveau international, tu te dois de faire mieux que 17e du championnat. Alors, on laisse passer l'Europa League, on laisse passer les beaux matchs et belles périodes de matchs qu'on a pu voir face à Lyon, face à Bilbao, etc. Mais en Première Ligue, c'est catastrophique. Les équipes savent comment nous prendre. Elles savent où sont nos faiblesses, mais surtout mentales. Et lui, il ne fait rien. Aujourd'hui, j'ai lu que Amorim est quelqu'un de pragmatique et il devrait être un peu plus proactif. Et c'est vraiment ça, en fait, le problème d'Amorim, c'est qu'il reste scotché sur ses idées. Et en 7 mois, 8 mois maintenant, on n'a pas évolué d'un poil. Et c'est ça, moi, où je pense qu'on a le droit de se poser des questions, on est légitime de se poser des questions sur Amorim sans vouloir sa tête tout de suite. Est-ce que, Julien, à Manchester, justement, on commence à se poser beaucoup de questions sur Ruben Amorim? Et si oui, à ton avis, est-ce que c'est logique? Alors, on ne s'en pose pas au niveau du club parce qu'il a été soutenu dès hier soir déjà par la direction, par la famille Glazer, par Sir Jim Ratcliffe. Il l'avait déjà été avant le match. Il lui avait dit avant la finale que même en cas de défaite dans cette finale-là, il serait en poste encore pour la saison prochaine. Ils lui ont promis pas mal d'argent à dépenser cet été. On parle de 100 millions d'euros, un petit peu plus peut-être, sans compter les ventes possibles. Alors, ils vont essayer de vendre beaucoup. Je ne sais pas s'ils vont réussir à refourguer certaines des chèvres qu'ils ont, mais ils vont essayer en tout cas, tant mieux pour eux. Donc, il y aura peut-être plus d'argent même que les 100 ou 120 millions d'euros.
Parce que le problème aussi de cette saison-là, on peut parler d'Amorim, mais effectivement de ses difficultés à imposer, à enseigner son système à ses joueurs, à un effectif qui manque de talent, on l'a dit, chacun l'a très bien dit aussi. C'est l'échec de ton recrutement aussi. Alors, c'est pas son recrutement à lui, puisque c'était sous Ten Hag, bien sûr. Ouais. Mais à un moment, quand tu dépenses autant d'argent sur des joueurs… Oui, mais même avant, tu as raison, ça fait longtemps. Mais même Dorgu, on en a parlé un petit peu hier dans l'after. Il voulait Nuno Mendes, ça n'avait pas pu se faire parce que tu quittes pas aujourd'hui le PSG pour aller à Manchester United. Mais si ton plan B c'est Dorgu, c'est quand même un peu compliqué quand tu vois le gouffre de niveau entre Nuno Mendes et un Dorgu par exemple. Quand tu dépenses 30 ton argent millions sur Zirkzee, cet hiver, Dorgu. Ouais, quand tu dépenses ton argent sur Zirkzee l'été dernier, voire même sur Højlund avant, et tu n'en as aucun des deux qui est capable de marquer un but régulièrement, c'est quand même catastrophique. Ça, c'est pas la faute ni de Ten Hag ni d'Amorim. Mais oui, alors entre supporters comme Shaker, je pense que le débat est ouvert, même s'il restera, on le sait. Mais au niveau du club, pour l'instant, en tout cas, on continue de lui faire confiance. Juste avant de continuer ce débat et de se projeter, et ça va intéresser évidemment les supporters de Manchester United sur la saison prochaine, tu as commencé à en parler, juste sur cette saison-là, 16e de Premier League, il y a le dernier match contre Aston Villa dimanche à 17h, ça peut même faire 17e, parce que Tottenham peut passer devant. Est-ce qu'on est sur la pire saison de United au 21e siècle ? Rémi, je sais que tu as quelques chiffres. Ouais, bien sûr. C'est 20 défaites, toutes compétitions confondues cette saison. C'est le pire bilan depuis 1973-1974. Le club avait été relégué à ce moment-là. J'ai vu une stat passer, c'est sur les finales de compétition européenne majeure perdues au 21e siècle. Manchester en est à 4 sur 6. Donc voilà, il est premier de ce point de vue-là. Et puis, rappelez aussi que contre Tottenham, ils ont toujours perdu cette saison. 3-0, 6e journée en championnat. En FA Cup, 4-3. Et puis, en février dernier, 1-0 à Tottenham. Mais juste pour revenir sur Amorim, il est malin de dire ça parce que si c'est lui le problème et qu'il se fait virer, il aura des indemnités et en plus il sera libre. Donc il partira de ce bourbier de Manchester pour peut-être avoir une autre opportunité. Mais bon, bref, tout ça pour dire que évidemment Manchester a beaucoup perdu cette saison contre City, contre Liverpool, contre Tottenham, mais aussi contre d'autres équipes comme Bournemouth, Wolverhampton, Newcastle, Palace, Brentford, Chelsea, des équipes qui n'ont pas forcément performé cette saison. Shaker, je ne sais pas quel âge t'as, je ne te ferai pas. Bientôt 40 ans. Voilà, bon. J'ai bientôt 40 ans. On a l'impression que tous les ans, United arrive à faire pire. On se dit, bon là, c'est la cata, et chaque année repousse. Est-ce que tu penses que cette année, c'est vraiment la pire de toutes ? En tout cas, oui, en tant que supporter, moi, c'est la pire année, que ce soit dans le jeu, que ce soit dans les résultats, même par rapport à l'ambiance. Après, il y a autre chose aussi avec les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on entend plus facilement tous les avis. Avant, on n'avait pas autant de communication et pas autant de liens avec d'autres supporters à travers le monde. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est plus facile de prendre prendre le ton, le pouls, voilà, exactement, de ce qui peut se passer au travers le monde sur les supporters d'United. Mais effectivement, c'est la pire saison. Et à vrai dire, je sais pas si c'est l'âge, je sais pas si c'est le club qui fait, mais je me détache un petit peu, petit à petit, de ce club. C'est sûr que je reviens tout le temps. Je suis tout le temps autant touché. Mais j'ai une partie de moi en fait qui n'arrive plus en fait à aimer autant que lorsque j'étais beaucoup plus jeune ce club, et j'arrive plus moi personnellement à m'identifier aux joueurs de ce club. Je m'identifie au club, je m'identifie à son passé, aux joueurs que moi j'ai aimés étant jeune, les Beckham, etc. Donc toute cette génération là. Mais les joueurs d'aujourd'hui, moi, je les déteste quasiment à 95%. Et c'est pareil pour la fanbase. Vraiment, vous trouverez quasiment pas de supporter qui sera unanime sur l'amour qu'il porte à tous les supporters. Parlez à un supporter d'Onana, vous allez voir ce qu'il en pense. Justement, Julien, tu parlais de chèvres carrément tout à l'heure. Est-ce qu'il y a, les gars, quand même des joueurs à sauver dans cet effectif où on est vraiment sur un effectif terriblement mal construit et il faudrait presque tout changer, quoi, virer tout le monde et repartir d'une page blanche. Rémi ? Le Bruno Fernandes qui pour le coup surnage en termes de stats, parce que je crois qu'il est quasiment au double-double, il est à 16 buts, 19 passes D, quelque chose comme ça grosso modo, donc à 30 ans c'est le capitaine, c'est peut-être le seul qui statistiquement répond. Après moi j'ai été étonné de voir des joueurs par exemple comme Mason Mount, parce que comme il avait marqué un doublé en demi contre Bilbao, il me semble que c'est pour ça qu'il a été mis titulaire en
en espérant qu'il refasse le coup et Garnacho joue pas, alors que Garnacho c'est quand même 11 buts et 10 passes dès cette saison. Enfin voilà, pour moi il y a quelques joueurs qui sont, enfin il n'y a pas tout acheté. Après il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. Il y a un nouvel entraîneur, donc il y a un nouveau système. Je pense par exemple à Lenny Yoro qui arrive, qui se blesse, qui change d'entraîneur, qui change de système. Voilà, c'est des choses qui faut laisser le temps. Alors évidemment le temps dans le foot c'est compliqué, mais pour moi il n'y a pas tout qui est acheté, parce que encore une fois, alors certes en championnat c'est compliqué, mais en Coupe d'Europe faire le parcours qu'ils ont fait et faire le match qu'ils ont fait contre Lyon retour, bah voilà, c'est quand même, ça prouve qu'il y a quand même des possibilités, de la qualité. Julien, sur cet effectif? Moi, je trouve pas trop de qualité à cet effectif-là. Je suis pas du tout d'accord avec ce que Rémi vient de dire. Oui, tu as quelques joueurs, bien sûr. Bruno, oui, Garnacho, Mainoo, Yoro. Mais tu en as quand même beaucoup plus qui n'ont rien à faire là. Mais ça fait longtemps que Lindelof n'a plus rien à faire là. Je suis désolé, ça fait longtemps que Maguire n'a plus rien à faire là. Eriksen, pourquoi Eriksen à un moment arrive au club? Mais même Casemiro, être allé chercher Casemiro quand ils sont allés le chercher au Real Madrid, lui offrir le contrat qu'ils lui ont offert. C'est inacceptable, c'est honteux pour un club pareil de faire des erreurs comme celle-là, aussi grosses que celle-là. Sincèrement, tu peux parler de recrutement et tu peux te tromper sur un jeune joueur peut-être, sur un autre joueur sur qui tu vas faire un pari. Mais des joueurs comme ça, ils sont jamais à aller chercher. Je suis désolé. Donc, t'as vraiment un gros turnover à faire. Le problème, c'est que qui va venir te chercher des joueurs comme ça? C'est pour ça que les seuls joueurs aujourd'hui qui ont de la valeur dans ton effectif, c'est Mainoo et Garnacho. Pour des raisons évidentes. Ils sont jeunes, ils sont très forts techniquement. Peut-être que ça marche pas dans ce système-là, avec cet entraîneur-là, peut-être. Mais c'est pour ça que c'était les joueurs qui peuvent te rapporter le plus d'argent. Et aussi parce qu'ils sont considérés, enfin, Mainoo est complètement un produit de ton académie et Garnacho l'est considéré aussi, même s'il est arrivé beaucoup plus tard. C'est pour ça. Après, oui, Anthony, peut-être que le Betis peut te faire une fleur à un moment et si tu trouves un accord. Rashford, qu'est-ce que tu vas en faire maintenant? Qui va mettre cet argent-là sur un joueur pareil, même s'il a fait une bonne seconde partie de saison à Aston Villa? Jadon Sancho, Chelsea préférait prendre 5 millions d'amende plutôt que de te l'acheter 25 millions d'euros. C'est ridicule. On est dans des trucs qui sont hallucinants. Est-ce que tu penses, Julien, que toutes ces erreurs, tous ces mercato ratés, c'est vrai que tu arrives à une situation, un effectif assez hallucinant, peuvent être réparés? Tu le disais, cet été, il y aura une enveloppe qui sera conséquente, mais qui ne te permettra pas de racheter 11 excellents joueurs. En gros, est-ce que tu arrives à trouver de l'optimisme quelque part quand même pour Manchester United ou pas? Oui, mais ça va prendre du temps. Mais moi, je pense que tu payes les erreurs du passé. Les grosses erreurs du passé, tu les payes aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, les gens qui sont en place, je parle pas de Radcliffe ou de la famille Glazer, mais Omar Berrada, c'est une très bonne personne à son poste. De lui qui est donc le président du club, si tu veux, le CEO du club. Je pense que Wilcox peut faire du très bon travail. Je pense que tu as des gens en place. Je pense qu'Amorim, ça reste un bon entraîneur. Oui, ça marche pas là, mais il y a un moment où ça va marcher. Je sais pas quand, et peut-être qu'il aura pas le temps de montrer que ça va marcher, mais ça reste un bon entraîneur. Donc, je pense qu'au moins, tu as des gens compétents au poste où il faut de la compétence. Après, ils vont avoir besoin de cet été, de janvier prochain, de l'été d'après. Il va falloir pas être trop impatient, pas trop optimiste non plus tout de suite. Ça va prendre du temps parce qu'ils ont tellement de retard sur les autres. C'est assez fou. Oui. Et au niveau de la stabilité, on a regardé 10 entraîneurs depuis le départ de Ferguson, donc depuis 2013. Là aussi où tu vois le manque de stabilité et ce que disait Julien, le fait que quand tu es un entraîneur qui arrive, voilà, tu payes les erreurs du passé parce qu'il y a eu beaucoup d'entraîneurs, peu de stabilité, donc plusieurs joueurs essayés, plusieurs joueurs achetés, revendus ou voire même prêtés. Enfin, ce que je veux dire, c'est voilà, il y a plus de repères en fait dans cette équipe. Shaker, toi, le supporter qui commence à te détacher, tu viens de nous le dire. Est-ce que quand même, quand on entend Julien, est-ce que tu as des raisons, tu penses, d'être un peu optimiste ou t'y crois plus là? Pas forcément, pas forcément, parce que moi, quand je parle de Manchester United, quand je regarde mon histoire passée, l'histoire de mon père, etc., je me dis c'est toujours lié à la Coupe d'Europe. Manchester doit jouer la Coupe d'Europe et de facto la Ligue des Champions. Et quand je vois qu'on finit 17e au championnat, qu'on est exécrable, qu'on donne une image pathétique à travers l'Europe, pour moi, je me dis que on a énormément de chemin à faire, que ce soit sur le terrain, dans les bureaux, mais aussi en termes d'image. Maintenant, si on reste que sur le terrain, je suis pas persuadé que le vrai niveau de ce Manchester United-là soit 16e ou 17e. Je pense que logiquement, si on n'avait pas la Coupe d'Europe et ce gros focus sur la Coupe d'Europe cette année, on aurait terminé entre la 10e et la 15e place, ce qui est tout à fait inacceptable. Maintenant, tout sera conditionné, encore une fois, au départ, parce qu'on s'attend plus à des départs qu'à de nombreuses arrivées. Comme je vous le dis, on préfère
faire le ménage avant de tout reconstruire. Et il y avait une conférence de presse de Mourinho, et je l'ai dit à Max hier quand on en discutait. Mourinho, il y a 10 ans en arrière, parlait de football heritage lorsqu'il avait perdu contre Séville en Ligue des Champions, où il disait quand un entraîneur arrive dans un grand club, il y a déjà des joueurs en place. Quand Amorim est arrivé, on en parle encore, à part Bruno, Mainoo qui vient d'éclore, Garnacho qui est en in and out, on va dire, quels sont les héritages des 3, 4, 5 dernières années? Maguire, Lisandro Martinez que vous voyez là qui s'est fait les croisés, donc aucun héritage. Et en fait, un entraîneur arrive, doit faire avec, achète ses joueurs, mais il est déjà sur la sellette à cause des résultats de la pression populaire. Et en fait, on est dans un cercle sans fin. Donc, c'est compliqué d'avoir vraiment quelque chose de très positif. Alors, couplé à ça, tous les problèmes financiers qu'on a. Tu parles de cette Coupe d'Europe parce que c'est vrai que c'est l'autre conséquence de cette finale en Ligue Europa. Si United avait remporté ce match contre Tottenham, ils auraient été en Ligue des Champions. Ce sera le cas de Tottenham la saison prochaine. Donc pas de Coupe d'Europe la saison prochaine. Est-ce que si on veut chercher justement un peu d'optimisme pour United, on peut se dire aussi deux choses, de bonnes nouvelles. Un, United ne sera pas ridicule en Ligue des Champions. Ils ne joueront pas. Et de deux, peut-être, Julien... tu auras le temps véritablement de bosser ton système à 3 derrière, que tu auras le temps de travailler toute une semaine et que si tu veux te reconstruire, c'est peut-être pas si mal de faire une saison à un match par semaine. Tout à fait. Je l'avais déjà dit dans l'after aussi plusieurs fois. Pour moi, une qualification en Ligue des Champions avec cette Europa League, dans un sens, c'était un peu un cadeau empoisonné parce que justement, tu avais besoin de cette qualification pour ton standing, comme l'a dit Shaker, pour l'argent aussi, que ça va être rapporté, mais tu allais jouer 3 matchs par semaine, donc le samedi, le mardi et le samedi d'après en championnat. Et donc, ça ne te donnait pas de temps pour travailler. Un des problèmes actuels d'Amorim, je pense, ou qui a été un problème au départ, c'est qu'il arrive en novembre pendant la trêve internationale et qu'après, il a 10 matchs en 30 jours. Donc, il n'y a pas de temps pour travailler finalement. On les voyait à l'échauffement faire comme des mini-entraînements à l'échauffement, notamment les joueurs défensifs ou les joueurs offensifs, parce que dans la semaine, ils n'avaient pas eu le temps de s'entraîner avant. Là, au moins, il aura le temps. Conte est champion comme ça avec Chelsea. Conte est champion avec Chelsea parce qu'ils ont fini 12e la saison d'avant, qu'il n'a que le championnat sur lequel se concentrer, qu'il travaille toute la semaine pour mettre en place sa défense à 3. Il avait d'autres joueurs. Il avait Hazard, il avait Matic. Tu vois, il avait vraiment bien sûr, tu as raison. Mais rappelle-toi, quand il est arrivé, on avait dit son système à lui, c'est compliqué à mettre en place. Et si tu n'as pas de temps pour le travailler et pour l'enseigner, c'est compliqué. Là, il aura le problème. Mais le problème, c'est là qu'il a eu quand même 8 mois pour implémenter un 3-4-3 qui est basique et au final, il ne demande rien de différent qu'un autre entraîneur qui fait son 3-4-3 et rien n'est ancré dans les joueurs. Donc au final, c'est soit la méthode Amorim est trop compliquée ou soit les joueurs ont un IQ qui est trop faible. Mais au final, je pense que tu n'avais pas le temps, c'est vrai aussi, Shaker. T'as des joueurs qui ont joué à 4 derrière depuis des années. Ça va être compliqué comme ça en cours de saison. Il doit défendre un milieu, il doit courir, un attaquant, il doit marquer. Højlund, il ne sait pas marquer, il ne marquera jamais. T'as des défenseurs qui ne sont pas bons, ils ne seront pas bons. Donc, en fait, je suis d'accord. Amorim, dès qu'il est arrivé, il nous a dit, c'est soit on est pragmatique et on reste à 4 derrière et on a des résultats, mais par contre, je vais échouer quoi qu'il arrive, ou soit on passe par une phase très difficile, le temps qu'on implémente mon système. Mais ce que je veux dire, c'est que même en passant 3-4-3 tout de suite, même en 8 mois, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on n'a pas la patte Amorim. En fait, on a rien. On a eu un repositionnement des joueurs différents sur le terrain, mais on n'a quasiment rien de différent qu'avec Ten Hag. Des passes et rien devant, en fait. Et c'est ça, moi, qui me chagrine, au final. Et avec l'inquiétude aussi, en plus, on parlait peut-être d'un des rares joueurs à sauver, Bruno Fernandes, qui dit hier après le match, je vous prends une citation, je cite, « Le jour où le club pensera que j'en fais trop ou qu'il est temps de se séparer, le football est ainsi. Si le club pense qu'il est temps de se séparer parce qu'il veut récupérer de l'argent ou quoi que ce soit, c'est comme ça. » C'est-à-dire que on a même l'impression que lui ouvre la porte à un départ. Et bon, c'est quand même pas mal si tu peux reconstruire avec Bruno Fernandes. Oui, parce que bon, et puis si lui il peut se sortir de ce bourbier aussi, il est pas contre, je pense. Donc c'est toujours pareil. Après, je trouve que pour le coup, il a le mérite lui d'avoir les stats qui parlent pour lui, mais faut pas oublier que voilà, comme disait Shaker, il y a tout qui est à reconstruire. Alors après, lui, il a 30 ans. Il a été bon statistiquement, mais peut-être que c'est entre guillemets en coupant la tête que tu peux repartir sur de nouvelles bases. Mais bon, c'est toujours facile, je trouve, après une défaite de dire ça. Julien, il faut tout faire pour le garder, Bruno, à United.
Ouais, je pense. Après, moi, je suis très cynique sur sa déclaration. Pour moi, il dit ça pour que les gens lui disent, que les supporters lui disent non, on a envie de te garder, reste avec nous, etc. Tu vois, c'est une petite déviation par rapport à son mauvais match et le fait qu'il a, encore une fois, je suis désolé, moi j'aime beaucoup Bruno Fernandes, je trouve que c'est un super joueur, mais c'est un match où son leadership est pas au niveau, où lui est pas au niveau. Et je pense qu'il est peut-être aussi pas au niveau parce que l'équipe autour de lui ne fonctionne pas, peut-être. Mais c'est pour moi, il a voulu écarter un petit peu toute l'attention qui était sur lui et sur son mauvais match en disant ça pour que les gens disent non, mais vas-y, reste, s'il te plaît, on a besoin de toi. Et pour conclure très vite en 15 secondes, Shaker, ça a marché ou pas? Pour Bruno? Ouais, ça a marché. Non. Alors, moi, je suis un fan inconditionnel de Bruno. Il n'y a pas de souci parce que c'est le seul qui, depuis 5 ans, qui est à la hauteur. Le problème, c'est que je déteste, au final, les capricieux dans le football, comme Garnacho, comme Bruno, mais aussi comme Amorim hier. Il a fait il a fait exactement la même déclaration. Donc voilà, moi, j'ai du mal avec ça et ça m'a fait du mal. Merci beaucoup Shaker d'avoir été avec nous et puis on te souhaite un bel été et une meilleure saison la saison prochaine. Normalement, ça devrait pas être compliqué. Espérons. Merci Rémi. Merci tout le monde. Merci mon Juju. Bonne semaine. Merci les gars. Ciao. On se retrouve très vite dans les drôles de dames bien sûr et l'After Angleterre revient la semaine prochaine. Vous pouvez en attendant commenter, liker, vous abonner et à très vite. Ciao. RMC After Angleterre.